Je n'ai jamais parlé de moi, en fait. J'ai trouvé que cette invitation était très intrigante, de devoir essayer de réfléchir, en fait, sur moi-même. Comment je suis arrivée à ce que je fais, et à penser comme je pense. Et en fait, j'ai aimé l'exercice de devoir réfléchir à ce parcours. Et je vous remercie, Alain et Marie, et les gens de Arche et Indigo de m'inviter. Et j'espère que ce sera la dernière fois qu'on pourra dire que je ne suis pas connue en France. Donc, l'accent, vous l'avez déjà détecté ou pas? À peine. Il faut vraiment que je parle comme ça? Je vais commencer par la fin, en fait. Parce que il est vrai que d'être venue à Paris, cette fois-ci, mais en fait c'est déjà une deuxième partie par rapport à ma première intervention avec la PRTF en mars l'année dernière, c'est que j'avais vraiment le sentiment, enfin, c'est pas possible que je vais partout et que je ne suis jamais encore retournée ni en France ni en Belgique. Et je me dis c'est un jour, il faudra quand même que je fasse la boucle. Et j'habite à New York, j'habite à Manhattan, j'habite downtown, j'ai été évacuée, Sandy, voilà, tout ça. En fait, je fais partie de la zone près de Canal Street qui est régulièrement évacuée, c'est très simple, il y a le 11 septembre, on bouge. Et je suis arrivée à New York avec un parcours que je vais essayer de vous décrire et puis comment il se fait que je me retrouve ici à parler de sexualité et d'infidélité. En fait, si ma mère, elle savait ça, d'ailleurs mon père aussi, qui sont tous les deux bien gentiment sous terre, mais je me dis, mais comment est-ce que cette petite fille d'Anvers est arrivée à parler de ça, quoi. Donc, l'histoire commence à Anvers, en Belgique, en région flamande, en fait, et je n'ai jamais imaginé que c'est là que j'arriverais. Par contre, j'ai toujours imaginé que je devais faire quelque chose d'important. Ça, je savais, que je devais faire quelque chose qui allait avoir un sens et qui devait avoir une certaine résonance. Et je pense que cette notion-là, je l'avais parce que je suis une enfant de 2 parents qui étaient survivants des camps de concentration, de la Shoah. Et mes 2 parents étaient les seuls survivants, donc il y a 200 personnes qui sont parties de chaque côté. Et que j'avais ce sentiment toujours que j'étais un symbole, pas juste une personne. Que ma vie était plus grande que juste ma petite vie et que j'étais là pour faire renaître et revivre et surtout pour vivre en tout cas un tout petit peu ce que toutes ces personnes-là n'avaient pas pu vivre. Et donc il fallait que ma vie soit robuste, costaud, grosse, lourde, importante, mais pas d'un point de vue narcissique par rapport à moi, mais par rapport à quelque chose que je devais rendre. Ce qui aujourd'hui je fais avec grand plaisir, mais ça m'a pris du temps pour arriver à vivre cette notion sans avoir toujours un sentiment d'être spécial ou faire quelque chose de spécial, c'est aussi un énorme poids. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne sont pas spéciales, et pas spéciales, c'est tout de suite médiocre. Donc il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de milieu en fait. Par contre, ce que j'ai très bien compris, combien de personnes ici connaissent quelque chose sur mon travail ou sur moi? Est-ce que personne n'a jamais rien? Enfin, une ou deux? Ou le livre? L'intelligence érotique? Parce que, par exemple, ce qui est intéressant par rapport à mon point de départ, c'est... si je dis que j'ai écrit un livre sur l'érotisme dans le terme moderne, dans le sens moderne du terme, ce serait j'ai écrit un livre sur le désir et sur la sexualité, etc. Mais quand j'ai écrit l'intelligence érotique, d'abord c'était la première fois que je faisais quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir réussir. J'avais toujours fait des choses, mais quelque part je devais pouvoir savoir à l'avance que j'étais capable de les faire. Et j'ai écrit le livre après le décès de ma mère. Donc, quelque part, j'ai eu le sentiment que je pouvais enfin faire des choses qui étaient peut-être sans être acquises à l'avance et que j'allais juste risquer et voir si je suis capable. Comment je suis arrivée à écrire ce livre, je vais vous raconter parce que c'est une histoire à l'américaine. Mais dans l'écriture du livre, ce qui est important, c'est qu'à un certain moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'étais pas juste en train d'écrire sur la sexualité, mais que j'écrivais sur l'érotisme dans le sens mystique du terme. C'est-à-dire la capacité de se maintenir en vie, la force vitale, l'érotisme.
Et que cette notion-là, en fait, je l'avais apprise à travers mon travail dans le domaine de la traumatologie, qui était le domaine dans lequel j'étais avant. C'est une toute nouvelle vie pour moi, de la sexualité. Elle a 10 ans. J'ai fait 20 ans autre chose avant. Et en fait, j'ai pensé comme ça. Moi, je vois des couples qui se plaignent de panne de désir, qui se plaignent de se sentir morne, terne, sans vie, sans intimité, sans intensité, que ce soit à l'intérieur d'eux-mêmes ou à l'intérieur du couple. Et très souvent, ces gens veulent plus de sexe. Mais en fait, ils veulent toujours une sexualité meilleure. Pas nécessairement plus nombreuse, mais certainement meilleure. Et ce meilleur qu'ils recherchent, c'est de se reconnecter à la qualité vitale, vibrante, vivace, érotique de la sexualité, donc la poésie du sexe. Et à ce moment-là, j'ai pensé, dans ma communauté à Anvers, il y avait en fait, dans la communauté juive à Anvers dans laquelle j'avais été élevée, il y avait 2 groupes de gens. Ceux qui n'étaient pas morts et ceux qui s'étaient remis à vivre. Ceux qui avaient survécu et ceux qui avaient repris la vie. Ce n'étaient pas les mêmes. Et ceux qui n'étaient pas morts, c'était des gens qui vivaient souvent à ras le sol, dans la peur, dans la vigilance, avec des rideaux fermés dans les maisons. Et surtout, on ne peut pas avoir de plaisir si on est dans la peur et dans la vigilance. Le plaisir et l'anxiété, ça ne va pas ensemble. En tout cas, un petit peu d'anxiété, oui, mais beaucoup d'anxiété, ça bloque. Et leurs enfants non plus ne pouvaient pas avoir de plaisir sans se sentir coupables. Parce que si on est dans le plaisir, on est dans l'exploration, on est dans la découverte. Si je suis dans l'exploration, je ne suis pas dans la garde du château fort. Et ceux qui s'étaient remis à vivre étaient ceux qui effectivement avaient compris l'érotisme comme antidote à la mort. Comment se maintenir en vie, face à l'adversité de la vie, face aux challenges, aux défis, etc. Et quelque part, j'avais beaucoup de chance que mes parents faisaient partie de ce groupe-là. Je ne sais rien sur leur sexualité, mais je sais une chose, c'est qu'ils savaient vivre. Et que je vois des couples qui en fait viennent me parler de sexualité, mais ce qu'ils viennent aussi me dire, c'est qu'ils ont envie de se sentir vivre. Et donc le lien là, il s'était fait d'une manière très cohérente pour moi. À travers un petit cheminement qui passait par le travail dans la traumatologie, parce qu'en fait, mon mari, mon compagnon, dirige le Centre international d'études de traumatologie. Donc lui, il s'occupe de la douleur, moi, je m'occupe du plaisir. On s'est partagé ça comme ça. Mais je lui demandais, les gens que tu vois, tous ces gens qui ont souffert, que ce soit la torture, la guerre, la dislocation, etc., comment est-ce qu'on sait qu'ils se reprennent, qu'ils recommencent à vivre? Quels sont les symptômes, les signes qui nous donnent, qui nous permettent de savoir que quelqu'un reprend la vie? Pas juste n'est pas mort ou a survécu. Que ce soit tous les abus et tous les traumatismes, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis partie du mien, mais c'est vraiment un modèle. Et effectivement, c'est quand quelqu'un peut à nouveau quitter la base pour partir, comme le petit enfant qui part à sa première découverte et qui va chercher, qui va explorer, qui va découvrir, qui va voir ce qui se passe dans le monde. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose ici qui est stable, vers lequel on pourra revenir une fois qu'on est parti.